C'est un palais devenu au fil des règnes un symbole à travers le monde. Le siège social d'un empire. La reine Elisabeth II y vit avec son mari le prince Philippe. Pourtant, elle n'a jamais aimé ce château qu'elle trouve trop vaste, impersonnel et parcouru de courants d'air. Derrière ces murs, leur intimité est préservée comme un trésor. Les remparts sont impénétrables. Le prince Philippe, le duc d'Édimbourg, a l'habitude de dire c'est une entreprise familiale et nous vivons au-dessus de la boutique. Nous avons franchi les grilles de la forteresse, levé un coin du voile grâce à un homme. Paul Burrell a partagé la vie quotidienne de la reine pendant 11 ans. Il a été son valet de pied, serviteur et garde du corps, embauché sur un coup de bluff lors de son entretien avec Elisabeth II. La reine était là, entourée de tous ses corgis, et elle a dit « Vous vous appelez bien Paul, n'est-ce pas ?»« Oui, votre majesté. » Et elle m'a demandé « Vous aimez les chiens ?»« J'adore les chiens. » Alors elle m'a répondu « Voyons si eux vous aiment bien. » Elle m'a donné 9 laisses que j'ai mis au cou des 9 corgis. Et par chance, ce matin-là, on avait eu des saucisses au petit déjeuner. Et je savais que j'allais l'avoir, donc j'en avais mis dans mes poches. On est sorti dans le jardin, j'ai couru à travers la pelouse et tous les chiens m'ont suivi. Quand nous sommes revenus, la reine m'a dit « C'est tout à fait extraordinaire, il vous aime vraiment. Je pense que je vais vous garder. » La ruche de Buckingham Palace est organisée en plusieurs départements, avec des personnages clés. Le secrétaire particulier, en général un haut fonctionnaire passé par les services secrets, mais aussi le responsable des finances ou le responsable de l'intendance. Buckingham Palace, ce sont à peu près 600 employés. C'est une ville en soi, avec sa brigade de sapeurs-pompiers, son propre magasin, un pub, des charpentiers, des décorateurs. Il y a entre 600 et 700 pièces. Elles doivent toutes être nettoyées. Et bien sûr, il y a un homme dont la seule mission est de remonter les pendules. Il y en a environ 200. Pour assister la reine dans son quotidien, gravitent aussi autour d'elle 12 dames de compagnie, payées pour la suivre dans tous ses déplacements. Alors les dames de compagnie, là c'est motus et bouche cousue. Et j'en ai connu une quand j'étais lors d'un voyage en province, et je me suis retrouvé à côté de la duchesse de Grafton, parce que c'est toutes des aristocrates ou des très grandes bourgeoises. Et on parle, comme elle est écossaise, francophile, etc., on parle de choses et d'autres. Et puis je lui dis, mais est-ce que vous pouvez me dire quelle est la fleur favorite de la reine? Et elle s'est refermée comme une huître. Elle ne m'a plus adressé la parole. Des salariés nourris, blanchis, logés, mais qui sont pour la plupart bien moins payés qu'ailleurs en Angleterre. Le palace estime qu'il est déjà très prestigieux de travailler pour la reine. Mon premier salaire à Buckingham Palace, il y a 30 ans, était de 1 000 € par an, avec en prime un paquet de lessive et un pain de savon, car la gouvernante en chef m'avait dit « Propreté rime avec piété ». C'est quelque chose qui n'avait pas changé depuis la reine Victoria. Mais récemment, il y a eu une grève à Windsor parce que le personnel estimait qu'il était vraiment très mal payé, vu le coût de la vie à Londres et dans la grande banlieue. Et la reine a dû augmenter leurs émoluments. À la tête de cette entreprise, Elisabeth II. Son agenda, son emploi du temps sont régis par des codes très précis. Dans ce palais, ce sont les mêmes rituels depuis son accession au trône en 1952. La reine est réveillée tous les matins par l'une de ses habilleuses, Peggy ou May. Elles apportent une petite théière et un petit biscuit. Ensuite, elles ouvrent les rideaux et font un peu de bruit. Comme ça, la reine sait qu'il y a quelqu'un dans la chambre. C'est comme ça que la reine se réveille. Personne ne s'approche d'elle pour la secouer.
Le choix des tenues de la patronne est aussi un casse-tête. Elle a plus de 500 chapeaux, des centaines de robes, elle n'a jamais porté de pantalon et déteste le noir. Il faut porter une robe de couleur claire et facilement visible, soit bleu, rouge, jaune, et avec un beau chapeau. Les gens vont s'en souvenir toute leur vie, même si c'est juste quelques secondes. Elle a une formule désormais célèbre, on doit me voir pour me croire. Donc elle porte des couleurs vives, et même si vous voyez passer que son chapeau au-dessus de la foule, c'est quelque chose que vous pourrez raconter. J'ai vu la reine d'Angleterre. Le dressing d'Elisabeth II est un univers à part entière qui a une place précise à Buckingham Palace. La reine n'a pas de vêtements dans sa chambre. Elle ne saurait pas où les trouver elle-même, car ils sont rangés ailleurs dans le palais. Donc chaque matin, son habilleuse entre avec 2 croquis de 2 tenues et elle les pose sur sa coiffeuse. Le dessin avec la tenue que la reine veut porter le matin, elle le laisse sur la table, l'autre, elle le met par terre. Un petit royaume qui, malgré les dorures, tourne à l'économie, imprégné de la personnalité de la reine. Née en 1926, Elisabeth II a connu les privations de la guerre. Sa robe de mariée a même été achetée avec des tickets de rationnement. Dicky Arbiter a travaillé pendant 25 ans à Buckingham. Il a été son porte-parole. Elle aime avoir un mode de vie simple. Elle est économe. Quand elle traverse le palais de Buckingham, si la lumière est allumée alors qu'il n'y a personne, elle l'éteint. Vous l'avez vu faire ça? Oui, je l'ai vu faire. Elle éteint la lumière. Oui, elle éteint la lumière, s'il n'y a aucune raison qu'elle soit allumée. Elle est pingre parce que dans l'aristocratie, on peut vivre au milieu des tableaux les plus fabuleux, mais on ne servira pas des repas grandioses. Elle mène la vie d'une petite bourgeoise. Une sobriété parfois poussée à l'extrême jusqu'au menu de son petit déjeuner. Alors elle a plutôt un penchant de temps en temps pour un céréal, du Special K de chez Kellogg's. Elle aime beaucoup ça. Mais il faut que ça soit présenté dans des bocals Tupperware. Parce que pour elle, c'est la signe de la fraîcheur, quelque chose, un produit fraîche. Seule coquetterie de la souveraine, ses domestiques lui repassent ses journaux. On repasse les journaux, mais pour une raison simple, c'est que ça sèche l'encre. C'est pour éviter qu'elle ait de l'encre sur les mains, qu'il n'en reste rien sur ses royales doigts. Mais son rêve secret, si elle n'avait pas dû régner à 26 ans à la mort prématurée de son père, aurait été d'avoir une vie de lady à la campagne. Elisabeth II a aussi un trait de personnalité bien à elle dont parlent tous ses proches. Elle ne se prend pas au sérieux. On était en train de pique-niquer à Balmoral en Écosse. On n'était que 4, la reine, le prince Philippe, une dame de compagnie et moi. À la fin, j'ai commencé à faire la vaisselle et j'ai cru que derrière moi, la dame de compagnie venait me rejoindre. Je lui ai lancé « Je nettoie, vous essuyez ». Mais ce n'était pas la dame de compagnie, c'était la reine. Et elle a dit « Je nettoie, vous essuyez ». Elle a un sens de l'humour hallucinant. Elle aime rire. Elle aime s'amuser. Si le prince Philippe lui raconte des blagues, alors on l'entend rire fort dans sa chambre. Ou quand elle revient d'une inauguration, elle va vous imiter un accent régional, se mettre à parler en argot, par exemple. Cette joie de vivre ne se manifeste publiquement qu'en de rares occasions, comme ici, lors d'une course hippique. Mais quand il s'agit d'endosser le costume de chef de la fabrique Windsor, le masque redevient impassible. I believe his message of peace on earth and goodwill to all is never out of date. It can be heeded by everyone. It's needed as much as ever. A very happy Christmas to you all. La reine dirige son univers d'une main de fer.
tout comme son clan familial. Derrière la chef d'entreprise, la matriarche n'est jamais très loin. Élisabeth II est à la tête d'une famille nombreuse. Aujourd'hui mère de 4 enfants, 8 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants, avec le dernier né, Archie Harrison, le fils du prince Harry et de Meghan. Sous le vernis glamour de ce conte de fées, cette structure familiale est très hiérarchisée. Le prince Philippe doit par exemple toujours marcher 3 pas derrière son épouse. Et chaque nouveau descendant lui est présenté officiellement. Ici, en 2013, le prince George est amené à la reine le jour de son baptême. La souveraine a aussi un droit de regard sur les choix conjugaux des membres de sa tribu. C'est même gravé dans une loi qui date de 1772. La reine est une vraie matriarche dans la mesure où les membres du clan, par exemple, doivent avoir son autorisation avant de se marier. Elle est matriarche aussi parce que la quasi-totalité des membres du clan dépendent d'elle en termes financiers. Donc ça crée des liens d'obligés. La reine a exercé ce pouvoir contre sa sœur Margaret au début des années 50. Elle s'est opposée à son mariage avec son grand amour Peter Townsend, alors inconcevable car malheureusement divorcé. Cette hégémonie entre les mains d'une seule femme envenime parfois les relations familiales. La reine Elisabeth peut être aussi cassante et autoritaire. Tout le monde a son caractère. Certains l'expriment très bruyamment, d'autres pas. Il existe quelque chose qui s'appelle le tempérament Windsor. Mais je n'irai pas plus loin. Mais c'est quoi ce tempérament? Ça explose, ça se calme, ça remonte et ça redescend en 10 secondes. Les membres de la famille royale ont intégré cette emprise dès leur plus jeune âge. Le respect qu'ils vouent à leur aïeul est une seconde nature. Pour William et Harry, qui ont tous les deux servi dans l'armée, la reine c'est le boss. C'est le commandant en chef, si vous voulez. Ils doivent la respecter. La chef est aussi très à cheval sur l'étiquette en ce qui concerne les enfants de sa lignée. Les jeunes enfants sont conduits à la table, à l'heure du thé, vêtus de leur plus belle tenue. Quand ils sont bébés, ils sont mis sur une couverture avec des jouets. Et c'est le seul moment où la reine les voit. Ils ne sont pas admis dans la salle à manger avant l'âge de 16 ans, avant de savoir se comporter correctement à table, de tenir une conversation et d'avoir de bonnes manières. Si vous ne respectez pas le protocole royal, alors vous aurez des problèmes. Son aura, la reine la tient surtout de son rôle politique. Élisabeth II n'est pas qu'une aristocratique grand-mère. Elle est aussi une chef d'État. Ce 3 juin 2019, elle reçoit le 45e président des États-Unis, Donald Trump. Alors que les relations sont tendues entre les deux pays, la présence de la reine est censée faciliter le dialogue. Your Majesty, Melania and I are profoundly honored to be your guests for this historic state visit. Thank you for your warm welcome, for this beautiful weather, your gracious hospitality, and Your Majesty's nearly 7 decades of treasured friendship with the United States of America. Chef des armées, de l'église anglicane, des 16 pays du Commonwealth, du Canada à l'Australie en passant par la Jamaïque.
It gives me great pleasure to declare this meeting of the Commonwealth Heads of Government open. Elle ne gouverne pas directement, mais elle a un privilège. Une science que tous les chefs d'État lui envient sur la planète. Elle est omnisciente. C'est la personne la mieux informée au monde, tant elle a accumulé de connaissances. Tous les matins, à 10h, depuis 1952, elle reçoit un objet insolite qui contient tous les secrets d'État. Évidemment, les fameuses boxes, les boîtes rouges, donc ce sont des boîtes de cuir rouge avec gravé son monogramme dessus. ER pour Elisabeth Regina, la reine Elisabeth, c'est comme ça d'ailleurs qu'elle signe ses courriers officiels. Et dedans, on a les rapports, les notes confidentielles, les documents à signer. Il y a quelque chose d'assez, une anecdote assez jolie qui dit que son père lui avait dit renverse la pile que tu retrouves de documents dans les red boxes parce que on te mettra toujours ce qu'on ne voudrait pas que tu lises au fond. Son premier Premier ministre a été Winston Churchill. Donc elle a une connaissance profonde des choses. Enfin, si la reine écrivait un livre sur l'histoire, ce serait le meilleur de tous les temps. Bon, elle n'écrira pas de livre, mais cette connaissance, cette expérience est littéralement unique au monde. Elle a rencontré plus de 300 chefs d'État. John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela, qui était le seul à l'appeler Elisabeth. Elle a connu 11 présidents français depuis René Coty, De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Et bien sûr, tous les premiers ministres anglais lors de rendez-vous intimes. Tous les mardis à 17h, la reine reçoit le Premier ministre en exercice, sans aucun témoin. You've had a very long day. Je me souviens de la toute première fois que Margaret Thatcher a été reçue à Buckingham Palace. Elle est arrivée, je l'ai emmenée dans la salle d'audience, puis je suis allé chercher la reine et j'ai dit « Sa Majesté la Reine, Madame le Premier ministre ». La reine est entrée et Margaret Thatcher a fait la révérence à la reine. Est-ce que la reine a le droit de dire des choses? Ah oui, bien sûr, ce qu'elle approuve ou non. Ces rendez-vous sont bien sûr totalement confidentiels, ils ne sont jamais enregistrés, personne n'écoute, c'est strictement entre elle et son Premier ministre. Mais pour approcher The Boss, il est un art qu'il faut savoir maîtriser parfaitement. Toutes ces relations sont corsetées par une doctrine au-dessus de toutes les autres. Le protocole. Jean Guéguinou a été ambassadeur à Londres. Il a même dû suivre une formation. On ne baisse pas le corps quand on salue la reine, on ne baisse que la tête. C'est-à-dire? Comme ça, oui, voilà, on fait ça. Et on ne baisse pas la main. Et qui vous l'avez appris? Ah ben, le maréchal du corps diplomatique, c'était son métier. Il vous a fait répéter? Ah oui, oui, tout à fait. Moi, il m'avait fait beaucoup rire parce que c'était dans un petit bureau à St. James Palace. Et il était très grand et très fort. Et il était, tout d'un coup, il me dit, voilà, je suis la reine. Et alors voilà comment vous faites. Alors c'était très comique de voir ce grand monsieur assez gros, assez rouge d'ailleurs, vous dire ça et vous dire, je suis la reine. Et sur ce protocole, même les plus grands de ce monde s'y sont cassés les dents. It's all of course. It's always the same thing, isn't it? Techniquement, on n'est pas censé toucher la reine. On n'est pas censé avoir un contact tactile avec la reine. Or, Michelle Obama, qui est très à l'américaine, aux États-Unis, on se câline, on s'embrasse, on hug très facilement, pour une photo, avait pris la reine par la taille. Mais les Américains n'ont pas le monopole de la faute de goût. Jacques Chirac a défrayé la chronique en envoyant des bisous à la foule, et la reine le regarde parce qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie, elle n'a jamais vu d'ailleurs un invité qui avait fait ça de sa vie. Mais comme c'est un personnage sympathique, elle lui a sans doute pardonné. En revanche, ce qu'elle n'a pas pardonné, parce que la reine est terriblement attachée au respect de l'horaire. Comme beaucoup de Britanniques, elle est très ponctuelle.
Et Jacques Chirac est venu en retard, ce n'est pas de sa faute, il y avait une manifestation d'agriculture, mais résultat, le steak qui nous a été servi était trop cuit et la reine n'était pas très contente. Un protocole érigé en religion, jusqu'à ses fonctions au Parlement. Quand elle préside l'ouverture des sessions, là encore, le décor est ancestral. Mr. Speaker, the Queen commands this honourable House to attend Her Majesty immediately in the House of Peers. Mais tout n'est que mise en scène. La règle politique est implacable. C'est une reine muette qui n'est là que pour le symbole. My lords, pray be seated. La reine Elisabeth II n'a aucun pouvoir. Le pouvoir appartient à l'exécutif et au législatif. Elle n'a aucune marge de manœuvre politique. Sur ces images de juin 2017, alors que le Royaume-Uni se déchire autour du Brexit, la reine est impuissante. Elle n'a pas le droit de vote et ne doit jamais donner son avis. Même le discours qu'elle lit n'est pas de sa propre plume. My lords and members of the House of Commons, my government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union. Elle lit un document qui a été écrit pour elle par le gouvernement. Et vous savez, je crois qu'il y a des gens qui pensent que c'est la reine qui dit « je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, my government will, bla 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 ». Mais la reine joue souvent avec les symboles. Ce jour-là, son chapeau piqué de fleurs jaunes fait jaser les commentateurs. Il rappellerait le drapeau européen. Est-ce un signe? Est-elle contre le Brexit? Personne ne le saura jamais. Si la reine a des pouvoirs politiques limités, il est un empire sur lequel elle règne de façon absolue. L'argent. Pour comprendre l'immense fortune de la reine, comment elle gère sa bourse, il faut prendre de la hauteur. Elle est la plus grande propriétaire foncière d'Angleterre. Le domaine de Balmoral en Écosse, où elle passe tous ses étés, vaut 200 millions d'euros. Le château de Sandringham, à l'est du pays, est réservé aux fêtes de Noël, 150 millions d'euros. Il est entouré de 8000 hectares de forêts, de fermes et d'exploitations agricoles très lucratives. Une vingtaine de fermiers travaillent sur ces terres, comme Andrew Jarvis, à la tête de 12 hectares de pommiers. Tout ça, ce sont les terres de la reine. Ça fait quelle taille? De 8 km là-bas jusqu'en bas, vers la côte. Et tout ça, ça appartient à la reine? Oui, tout à la reine. Andrew produit 400 tonnes de pommes par an. Il est récemment devenu indépendant. J'ai travaillé pour la reine pendant 20 ans, j'ai repris cette affaire à mon compte en 2013. Je fais la même chose qu'avant, sauf que c'est moi qui suis le propriétaire de la société. Il est devenu patron, mais il ne possède pas son terrain. Il doit encore payer un loyer à la reine et il n'est pas très bavard sur le contenu de son contrat. Je paye un loyer au domaine de Sandringham pour les vergers et pour la fabrique de jus de pomme. Et ce loyer, il est cher? Il est à combien? Je crois que je ne peux pas répondre à cette question, pour être honnête. Pourquoi? Parce que c'est une affaire privée entre moi et la reine. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas autorisé à dire? Oui. Vous avez signé une clause de confidentialité? Oui. Le système est opaque. La reine cultive le secret. On est maintenant dans la fabrique, c'est là où on transforme les pommes en jus. Aucune transparence non plus sur les subventions que les fermiers indépendants reçoivent de l'Union européenne avec la politique agricole commune. Est-ce que vous recevez des subventions de l'Union européenne?
Pas directement. Sandringham les garde et me le déduit de mon loyer. Donc je ne paye pas un si gros loyer que ça. Ça faisait beaucoup de paperasse. Des petits arrangements qu'il est difficile de quantifier. En 2017, pour le domaine de Sandringham, la reine a touché 600 000 € de la politique agricole commune. Mais le total de sa fortune personnelle est bien plus élevé. Elle possède par exemple 24 chevaux de course qui lui ont rapporté près de 8 millions d'euros en 30 ans. Certains évaluent sa fortune personnelle entre 330 ou 450 millions d'euros. Cette fortune est principalement issue d'un héritage. Elle provient de son père George VI et aussi de sa mère qui possédait une magnifique collection d'œuvres d'art. En plus de ses biens personnels, la reine jouit d'un capital qui appartient à l'État, qu'on appelle le domaine de la couronne. Des hôtels particuliers somptueux dans le centre de Londres, les palaces de Buckingham et de Windsor. Une collection extraordinaire de bijoux, des épées, des bagues et surtout des couronnes en diamant. Le tout vaut 9 milliards d'euros. La souveraine a aussi gardé des privilèges qui datent de Guillaume le Conquérant. Elle et son fils, le prince de Galles, exploitent les bénéfices de 2 duchés. Des terres très touristiques aux revenus locatifs faramineux, de vraies machines à cash. Mais la révolte gronde. À l'extrême pointe de la Cornouaille, gérée par le prince héritier, dans les îles Scilly, des petits propriétaires comme Alan ont acheté leur maison il y a des années, mais elle ne leur appartient pas totalement. Ce n'est pas ma maison, mais c'est ma maison. C'est très étrange. Je trouve ça injuste. C'est un manque de respect envers la démocratie. Alan est propriétaire de sa maison depuis 1980, mais son terrain appartient au prince Charles, qui refuse de lui vendre. Le fils de la reine Elisabeth II bénéficie d'un privilège qui l'autorise à garder la main sur certaines terres. On doit se battre contre tous ceux qui veulent faire perdurer le système féodal. Et malheureusement, le prince Charles est tout en haut de la liste de ceux qui veulent que ça continue. C'est vraiment très triste parce qu'il a un rôle à jouer, mais pas celui d'un seigneur du Moyen-Âge, nous traitant comme des serfs. À 78 ans, Glenn aussi, l'épouse d'Alan, vit très mal cette situation. Même sur leur contrat d'assurance pour la maison, le prince de Galles a tout prévu. Il est écrit que la maison est bien assurée et qu'elle doit être assurée de manière conjointe en votre nom et en celui du receveur général du duché de Cornouailles. Ce qui signifie, oui, c'est votre maison, mais c'est aussi la nôtre. Si on périt dans les flammes, c'est eux qui toucheront l'argent de l'assurance. Alors que je m'occupe du jardin et que je vieillis, je me dis je fais ça pour le prince de Galles. Mais je vis ici et je ne peux pas voir le jardin en désordre. Il doit être entretenu. Mais je me dis à la fin de la journée, ce n'est pas ma terre. Donc pour qui suis-je en train d'embellir ce jardin ? Le duché n'a jamais donné un centime pour le travail que l'on a fait ici. Et c'est très injuste que dans quelques années, ils en réclament la propriété. Nous souhaiterions la transmettre à notre fils, à lui de l'utiliser à sa guise. Le combat d'Alan, de Glenn et de dizaines d'autres propriétaires des Scilly est porté à la Chambre des Lords par un homme, Lord Berkeley, qui essaie depuis des années de faire passer un décret pour qu'ils puissent récupérer leur propriété. Je l'ai fait à 3 reprises. On a eu un débat, il y avait 15 à 20 parlementaires, et la plupart m'ont soutenu. Mais un ou deux disaient « il ne faut rien changer du tout ». Pourquoi ? Parce que c'est la tradition. Tout doit rester comme avant. Sinon, c'est la fin du monde britannique. Le duché de Cornouailles a rapporté 19 millions d'euros en 2017.
Ces privilèges agacent les Britanniques. D'autant que l'État verse à la reine une rente annuelle, 93 millions d'euros l'année dernière, pour payer ses employés et financer ses voyages, ainsi que ceux de sa famille. Pourtant, elle ne s'acquitte pas des mêmes impôts que ses sujets. Jusqu'en 1992, elle en était totalement exemptée. Mais après un incendie au château de Windsor, le contribuable est forcé de payer les réparations. Ça ne passe pas. La presse britannique est décidée à lui rendre la vie difficile. Et aujourd'hui, les journaux populaires titraient « C'est la guerre civile, on va la faire payer ». Il est temps qu'elle paye pour son rythme de vie. Elle n'est pas différente. Elle devrait payer des impôts. Elle est censée être la femme la plus riche du monde. Alors pourquoi pas? Je paye, vous payez, il paye. Alors pourquoi pas? Depuis, elle assume les taxes sur ses revenus privés, mais pas sur certains gains de son capital. Et son fils n'aura pas à payer de droits de succession. Pour le patron du Parti républicain, Graham Smith, ce système est absurde et anachronique. Il coûte trop cher au pays. La monarchie doit tout simplement disparaître. 9 ans d'austérité, de coupes budgétaires, des services publics qui luttent. On constate que l'on dépense l'équivalent du salaire de 15 000 infirmières pour une famille. Et c'est une famille de 15 ou 16 personnes. Coût de la monarchie en 2017, le prix d'un timbre-poste par Britannique. Pour les fervents supporters d'Élisabeth II, le débat de l'argent est parfaitement déloyal. La monarchie ne coûte pas cher du tout. On en a pour notre argent grâce à elle. Chaque pays doit avoir un chef d'État, c'est comme ça que le monde fonctionne. La France a un chef d'État politique. Ça lui coûte une centaine de millions d'euros par an. La monarchie, elle, revient à peu près à 60 millions d'euros par an en frais de fonctionnement. La souveraine est régulièrement critiquée, taxée d'institutions ringardes et coûteuses. Mais elle a réussi un coup de maître, s'inscrire dans la modernité. Think what we would have missed if we had never heard the Beatles, or seen Margot Fontaine dance, never have watched television, used a mobile phone, or surfed the net. Or, to be honest, listen to other people talking about surfing the net. La reine sait absolument, intimement, que si la couronne ne s'adapte pas à la société, la couronne est condamnée. Et puis c'est quelqu'un qui s'est toujours adapté aussi aux technologies. La reine Elisabeth est la toute première chef d'État à envoyer un email, par exemple, dans les années 80. Elle a ouvert son compte Instagram il n'y a pas longtemps, elle avait déjà son compte Twitter. Elle va volontiers visiter les plateaux des séries. Elle a quand même été visiter tous les décors de Game of Thrones. Elle est au fond très curieuse du monde contemporain. La reine apparaît aujourd'hui en phase avec la société, voire branchée. Mais il a fallu une crise redoutable pour la forcer à changer. 1992, les couples de 3 de ses enfants volent en éclats. Le prince Andrew se sépare de Sarah Ferguson. La princesse Anne divorce. Et le naufrage du mariage du prince Charles et de Lady Di s'étale dans la presse. Ma mission était de m'occuper du prince de Galles et plus tard de la princesse de Galles. Ce n'était pas facile, car leur mariage s'effondrait complètement. Mais ils devaient faire bonne figure, comme si tout allait bien, parce qu'ils formaient encore ce grand couple accomplissant de grandes choses au nom de la monarchie et de la reine. C'étaient les plus en vue, mais dans le même temps, leur mariage n'était pas heureux. Et ils devaient faire attention à ce que ça ne se voit pas trop dans leur attitude. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Les déboires conjugaux des Windsor fragilisent la monarchie, associée alors à un mauvais feuilleton.
Les tabloïds franchissent la ligne rouge, ils se déchaînent contre Charles et Diana. Cela ronge Élisabeth II. La petite histoire remarquera qu'Élisabeth II vient à Paris le jour de la Saint-Diane, Diana en anglais, pur hasard. Lors de ce voyage en France, en juin 92, elle va même se confier à François Mitterrand et Jack Lang. Ce qui nous a beaucoup touchés, François Mitterrand a été très, très ému, c'est cette façon très humaine avec laquelle elle nous a parlé, je n'ose pas dire de sa souffrance, mais de son désarroi peut-être, au regard des événements qu'elle a traversés. Incendie, divorce, séparation. Et on ne s'attendait pas non plus à ce qu'elle nous confie sa tristesse, disons. L'apogée de la crise aura lieu en 97 avec la mort de Diana. Le monde entier pleure la princesse du peuple. La reine apparaît froide et lointaine. Les journaux titrent « Montrez-nous que vous êtes touchés ». Tony Blair, alors fraîchement élu, la convainc de sortir de son silence. What I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. Après cela, pour survivre, la monarchie n'aura d'autre choix que de s'adapter, évoluer. Le 9 avril 2005, la reine accepte le remariage du prince Charles avec sa maîtresse de toujours, Camilla Parker Bowles. 6 ans plus tard, en 2011, pour la première fois dans l'histoire de la couronne, un héritier du trône épouse une roturière. Mais le signe le plus éclatant de l'ouverture de la famille royale est bien le dernier mariage du clan. Celui du prince Harry et de Meghan Markle, une actrice américaine, métisse et divorcée. Elle aurait pu s'opposer au mariage de Harry avec Meghan Markle, mais maintenant elle veut que la famille royale se pérennise. Elle veut que la famille royale, ses enfants et ses petits-enfants soient heureux. Donc maintenant elle accepte certaines situations que jamais auparavant, ni elle, ni son père, son grand-père, ses grands-parents auraient accepté. La reine Elisabeth a ainsi déverrouillé petit à petit le milieu conservateur dans lequel elle avait toujours évolué. En 2005, cette protestante très pieuse a même fait un pas gigantesque sur le mariage homosexuel. Il y a Elton John qui lui a écrit en lui disant « Écoutez, voilà, je suis marié avec monsieur David Furnish, je suis sœur Elton John. Si j'étais marié à une femme, mon épouse serait Lady John. » Et la reine a répondu « Vous avez tout à fait raison, je vais donc, votre mari sera donc désormais The Honorable David Furnish. » Si elle a passé toutes ces épreuves sans faire sombrer la monarchie, c'est qu'Élisabeth II a compris une chose, il faut soigner son image. Pour durer, elle doit rester populaire ainsi que sa famille. Elle doit créer une marque puissante et incontournable. Les Windsor ont toujours été les champions de la mise en scène. Quand Elisabeth et sa sœur Margaret étaient petites, chacune de leurs sorties était un événement. La famille royale, le monarque, c'est une marque. C'était une marque il y a 500 ans, c'était une marque il y a 1000 ans. Cette marque, alors, était basée sur quelle famille pouvait tuer le plus de monde. Il était question de pouvoir, d'influence. Et ce qu'on a vu depuis les 150 dernières années, peut-être les 200 dernières années, c'est l'émergence d'une famille royale qui est une marque alors qu'elle n'a aucun pouvoir.
Donc la survie de la famille royale est basée entièrement sur sa popularité. C'est une marque, l'une des marques les plus cotées en Grande-Bretagne, encore plus que la société Shell. Ce qu'ils font, c'est beaucoup de grandes cérémonies. C'est très important pour la famille royale de donner une bonne image, d'être perçue comme la famille de la nation. La reine d'Angleterre vend son enseigne dans le monde entier. Elle a parcouru 1,7 million de kilomètres de pays en pays depuis 66 ans. Si c'est toujours le gouvernement qui décide des lieux où elle se rend, pour des raisons diplomatiques, à chacune de ses visites, son staff organise des bains de foule. Ce 12 juin 92, elle est accueillie à Blois par Jack Lang. Cette halte de quelques heures a en fait ravi les habitants. Ils ont pu montrer à la reine que si la France avait coupé la tête d'un de ses rois, elle avait aussi conservé leur palais et leurs traditions. Elle est extraordinairement aimée. On a traversé Blois. En plus, j'avais fait venir des gardes républicains qui accompagnaient de part et d'autre la voiture. Et la foule, en effet, acclamait la reine. C'était « Vive la reine, vive la reine, vive la reine ». Et de temps en temps, « Salut Jack !» Et elle-même s'en amusait, en disant ah oui, donc vous avez souhaité être en décapotable avec moi pour vous faire... Les seules fois où il s'exprime publiquement, c'est pour défendre des causes. Cette interview, donnée en février 2018 par William, Kate, Meghan et Harry à la BBC, a été organisée des mois à l'avance. Our grandparents, the Queen and the Duke of Edinburgh, had made support for charities central to their decades of service to the nation and the Commonwealth. We pride ourselves on going into a situation, convening people and listening. Ils se sont entraînés à prendre la parole avec les meilleurs communicants. For me, it's very important to, once you hit the ground running, even if you're doing it quietly behind the scenes, which is what Ils sont même préparés aux questions pièges. Working together as family, do you ever have disagreements about things? Oh yes. Look, you know, we're stuck together for the rest of our lives, so. Les jeunes disent « Notre reine a 93 ans, Dieu la bénisse, mais elle est trop éloignée de notre génération. » William et Harry, eux, sont juste au milieu. Ils font le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Si Kate a dû attendre 8 ans avant sa première sortie officielle en solo avec la reine, Meghan, elle, a été beaucoup plus rapide. Elisabeth II l'a très vite emmenée avec elle lors d'une inauguration. Elle a considéré que Meghan était prête. Meghan, en fait, tout bêtement, a l'habitude de la vision publique, sait gérer l'image, sait gérer les gens. Elle est très très forte, Meghan. Tout de suite, elle a su se mettre à hauteur des gens, être dans le contact, être dans l'empathie. La reine a développé avec ces milliers de gens qu'elle a rencontrés un flair, une intelligence humaine qui fait qu'elle a tout de suite accroché avec Meghan. Le service communication de la famille royale est ultra rodé. Il surveille la popularité de chacune de leurs sorties par des sondages. Les nouvelles naissances, les mariages sont autant d'événements qui s'enchaînent sans jamais se faire de l'ombre.
très agréable. Des photos soigneusement sélectionnées Ferme sont aussi. partagées auprès de millions de followers sur les réseaux sociaux. I don't. Well, they did me a little bit earlier on. Did they? Yeah. La dernière fois que j'étais au château de Windsor, il y avait encore une très longue file de visiteurs. Avec le mariage royal l'année dernière, les gens s'approprient un peu de ce conte de fées. Ils veulent voir cette institution ancestrale. Ce qui peut paraître bizarre quand vous n'avez pas de monarchie dans votre pays. Mais je pense que les gens sont fascinés par la vie privée de ces personnalités. C'est comme un feuilleton très glamour qui ne s'arrête jamais. Les icônes royales sont devenues en 10 ans un business. Mugs, t-shirts, drapeaux et même préservatifs. D'après une enquête menée par Buckingham, la vente de ces produits dérivés a généré un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2018. Mais il est très difficile de quantifier si la famille royale attire réellement plus de touristes. Quand William et Kate se sont fiancés fin 2010, l'Office du tourisme de Grande-Bretagne a dit que ce mariage serait bon pour l'économie. Et ils affirmaient que la royauté générait plus de 560 millions d'euros par an de revenus touristiques. Maintenant, on voit que c'est clairement faux. En fait, les gens viennent voir le palais de Buckingham comme les touristes en France viennent voir le château de Versailles. Elisabeth II a réussi à rester l'une des figures préférées des Britanniques. 75% de ses sujets disent l'apprécier. Ses successeurs réussiront-ils à faire perdurer l'Empire ? Le prince Charles, aujourd'hui 70 ans, a longtemps été le mal-aimé de la famille Windsor. Les médias se sont souvent acharnés contre l'héritier, physique disgracieux, prince adultère, loufoque. Seuls 24% des Britanniques ont de lui une opinion positive. Pourtant, il n'a pas l'intention d'abdiquer. Non seulement il sera roi, bien sûr, ça c'est clair, c'est hors de question, contrairement à ce qu'a pu véhiculer la rumeur ou l'opposition, que le trône saute une génération et passe directement à William, ça n'arrivera jamais. D'abord parce que William ne ferait jamais ça à son père, ensuite parce que la reine Elisabeth ne le voudrait pas. Au contraire, elle a vraiment préparé la transmission pour son fils. Le prince Charles est donc bien décidé à régner, lui qui patiente en coulisses depuis 45 ans. Mettez-vous à la place du prince de Galles. Il ne peut régner qu'à la mort de sa mère. Il faut qu'il tue sa mère, symboliquement, pour exister, pour faire le métier pour lequel il a été préparé, à un âge où, normalement, une personne bien constituée est déjà à la retraite. Charles attend depuis 1952 son tour. C'est pas après presque 70 ans d'attente qu'il va finalement dire « je n'ai pas envie de le faire ». Et on ne peut pas l'évincer. Mais l'héritier le plus attendu, le chouchou, est son fils, le prince William, qui a rapidement endossé le costume, coaché par sa grand-mère. La reine a formaté William et Kate à son image. Kate et William sont des jeunes gens, comme il faut, conservateurs, heureux de l'être, et qui vraiment ressemblent beaucoup à la reine Elisabeth II. Certains de leurs proches s'inquiètent. Sous la coupe de la reine, William et Kate auraient changé, perdu de leur couleur et de leur originalité. J'ai été invité au mariage de Kate et William. Et depuis, je m'inquiète du fait que certains des meilleurs traits de caractère de William disparaissent. Son sens de l'humour, son côté amusant, terre-à-terre. Je crains qu'il ne soit trop formaté par la communication du palais et qu'il devienne un peu distant et détaché. Les obsèques d'Élisabeth II sont déjà minutieusement organisées. Elles auront lieu à l'abbaye de Westminster. Ceux qui l'ont intimement connue ont le sentiment d'avoir croisé l'histoire. I walked into the Queen's room one night. It was all in darkness.
Une nuit, je suis entré dans la chambre de la reine, j'étais debout dans l'obscurité, elle à son bureau, et un rayon de lumière l'illuminait. Et alors elle m'a dit, Paul, pourquoi vous êtes là debout en train de sourire dans le noir ? Je lui ai répondu, Majesté, si seulement vous pouviez voir cette scène. Elle était là, assise avec sur la tête la couronne impériale. Et quand j'ai baissé les yeux, elle avait au pied ses pantoufles à poils roses. Et là, je me suis dit, quelle vision extraordinaire. Il y a à la fois la mère de famille et l'État en une seule personne. Une femme aux sentiments indéchiffrables, coulée dans le moule d'une Angleterre aujourd'hui disparue. Tour à tour intraitable, dominatrice, mais aussi attachée au plaisir simple. Et qui a promis à ses sujets britanniques il y a 66 ans qu'elle ne prendrait jamais sa retraite et mourrait sur scène. Voilà donc pour cette enquête que vous avez pu suivre sur BFM TV ce soir. Et nous allons continuer à parler de cette souveraine avec nos invités. Je salue à nouveau Frédéric Mitterrand qui est avec nous. Rebonsoir.